Avouez que vous êtes intrigué d'un tel titre sur l'œuvre de One Piece, n'est-ce pas? Moi-même, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire sur ce sujet. Mais une chose est sûre, comme à mon habitude, sur cette chaîne, je vais vous refaire découvrir One Piece. Car que vous ne le croyez ou non, les fleurs ont une place bien plus importante dans One Piece que ce que vous pensez. On commence déjà par la fleur la plus symbolique de l'œuvre, celle du tournesol. Croyez-le ou non, elle est liée directement à Nika. Dans un SBS, Oda avait révélé que la fleur qui était liée à Luffy était justement cette fleur jaune. On peut se demander pourquoi ce choix, mais on voit que cette fleur est le symbole du soleil et on comprend tout de suite où Oda voulait en venir avec tout ça. Même si ça avait été révélé tardivement dans les SBS, dans le manga, ça fait bien plus longtemps que ça a été révélé entre guillemets, car l'auteur a mis plusieurs fois cette fleur en évidence et l'a plusieurs fois liée à Joy Boy. On voit notamment au début de Dressrosa, Luffy portait une veste avec des tournesols dessus. Élément tout simple, mais qui veut dire beaucoup de choses. Il y a évidemment d'autres scènes, comme par exemple le Sunny, qui normalement a une tête de lion, qui se rapporte un peu au soleil, et a un nom rapportant au soleil. Il sera pourtant confondu avec une fleur, et pas n'importe laquelle, celle arborant fièrement la couleur du soleil. On la verra notamment comme fleur servant à la fabrique de Smile dans les usines de Doflamingo, mais plus précisément, à la production du SAD. Leur rôle sera entre autres montré car c'est une espèce qui se nomme tournesol élégant et qui produit des rayons luminescents servant à leur production. Juste avant, j'avais souligné que le tournesol est souvent lié au lion avec l'exemple du Sunny. Ce ne sera pas le seul endroit car il y a une cover où Zoro cherchera au chapitre 568. Et oui, comme par hasard, ça lieu dans un chapitre qui commence par le chiffre symbolique de Luffy, il sera à la recherche d'un lion qui se camouflera en tournesol. Autre exemple, et qui cette fois est beaucoup plus récent, on a le chapitre 1079 où on a carrément la brochette entière où Luffy est en compagnie de Prométhée le soleil, qui appartenait à Big Mom autrefois, et qui arrose un lion qui est déguisé en tournesol. Là, je pense qu'avec cet exemple, on n'a pas plus explicite pour ce cas-là. Vous aurez donc compris avec cet exemple que c'est tout sauf un hasard que cette fleur soit liée à Luffy, lui qui a hérité du fruit mythologique du dieu soleil lui-même. Pour la suite, je vais parler d'un SBS, car c'est là-bas dont on a le plus d'infos vis-à-vis des détails du genre. L'auteur de l'œuvre a révélé quelles sont les fleurs qui représentent les supernovas, donc les personnages comme Zoro, Barbe Noire, Kid, etc. J'ai fait mes petites recherches et je vais vous révéler leur signification et qui sait, vous serez peut-être choqués. On commence par Barbe Noire et sa fleur symbolique qui est le licorice rouge. Elle est reliée à différents mythes, mais mythologiquement, c'est la fleur qu'on retrouve devant la porte des enfers. Elle a le surnom de fleur de l'au-delà et c'est une fleur qui, par ses liens avec la mort, a été maudite par la déesse japonaise Amaterasu, qui est connue comme étant la déesse du soleil. On voit tout de suite tous les liens que peut avoir cette histoire avec One Piece. Ce qui est encore plus choquant, c'est cette histoire avec l'enfer. Je le rappelle, cette fleur se trouve sur le chemin devant les portes de l'enfer. Mais qui d'autre se trouve devant ces portes? Eh bien, vous le connaissez, c'est le Cerbère, le chien qui garde les enfers. Ses caractéristiques physiques, c'est qu'il possède 3 têtes et qu'il a 3 consciences pour un seul corps. Est-ce un heureux hasard que l'emblème de l'équipage de Barbe Noire, ça a justement 3 crânes alignés? Et encore plus fou, sa prime qui est de 3 milliards et 996 millions en japonais peut se lire San Kokoro, ou en français, 3 cœurs, allant dans le sens de cette analyse. Pour la suite, on enchaîne sur le numéro 2 des Mugiwara, Roronoa Zoro qui a pour fleur symbolique la glycine. Pourquoi ça? Tout simplement car elle est originaire du Japon. Et le pays qui est lié à cette patrie dans le manga est comme par hasard Wano Kuni. C'est une plante typiquement japonaise, et c'est notamment pour ça que dans d'autres animés comme Demon Slayer, elle apparaîtra durant la saison 1 avec l'épreuve de Tanjiro. Un animé basé sur le Japon le fait extrêmement bien. Par cet élément, Oda voulait nous indiquer que Zoro avait pour origine ce pays et avait des liens étroits avec ce peuple des samouraïs. Et il a tenté de l'indiquer partout dans les détails en rapport avec ce personnage. Par exemple, durant l'arc Little Garden, dans les SBS, où il fera coïncider même sa date de naissance avec Wano, car il est né le 11 novembre, soit le mois du givre, qui peut se lire en japonais Shimotsuki. On passe à Jewelry Bonnie qui est symbolisée par la fleur rose, la Freesia. En plus de sa couleur qui peut être liée à Bonnie, dans le langage des fleurs, elle signifie l'innocence et la pureté. Un peu trop abstrait et global en voyant ça de loin, mais suite à la révélation durant le flashback de Kuma sur son véritable âge, elle avait en fait 12 ans. Et quand on voit rapidement ce que cette fleur signifie, donc toujours l'innocence et la pureté, on voit que ces caractéristiques peuvent littéralement être reliées à un enfant. Et Oda s'est servi de cette fleur pour nous indiquer quelle était sa véritable nature. Pour Hawkins, on a le lys noir, qui est un symbole assez religieux. Plus précisément, et ce qui va lui donner tout son sens, un symbole religieux chrétien, d'où sa croix sur son cou lors de ses apparitions. Une thématique pas du tout choisie au hasard, qu'on soit clair, car cela va de pair avec son personnage. Et ça, vous allez le comprendre très vite. On sait que dans le langage des fleurs, le lys noir qui est un hybride signifie le deuil et la mort. Cette fleur est donc liée en tout point à ses capacités,
qui sont justement liées à la magie noire et qui se basent sur la mort des autres. Typiquement, on peut pas se dire que c'est de la magie noire, mais plutôt du vaudou. Il utilise de l'occultisme pour lier les corps des gens et les âmes, comme quand il recevra une attaque de Kizaru et qu'un membre de son équipage mourra à sa place. On n'a pas l'impression qu'il compte vraiment sur eux, mais comme le symbolise sa fleur et sa croix du lys noir, il s'est créé une secte avec des partisans prêts à donner leur vie pour lui. Il en reste quelques-uns dont U-Rouge, qui est directement lié par l'auteur à la pâquerette, donc qui contrairement à la Frisia ou à d'autres, a une symbolique très précise et proche de l'art, car elle symbolise la Vierge. U-Rouge est présenté comme un religieux dès le début, d'où son surnom, le moine fou, et est donc lié à la Vierge. On le verra notamment prier l'âme de Kaido, qu'il verra se suicider du haut d'une île céleste. Pourquoi j'ai dit que c'était lié à l'art? Car c'est notamment sur le tableau du jardin du paradis que la pâquerette et la Vierge a été représentées toujours en lien avec la religiosité du rouge. Pour le suivant, on y passe rapidement car ce n'est ni lié à des mythes, ni à l'art, ni au langage des fleurs, mais Gangbeije est lié à la rose qui le représente directement dans le manga, quand il est dessiné. On la verra à chaque apparition posée sur la poche de son torse avec son style de mafieux. La rose symbolise la fidélité, l'amour et la douceur. Et pour Beije, c'est pas vraiment le cas, comme j'ai dit plus tôt, même si on a pu voir une folle histoire d'amour et de tendresse entre lui et la fille de Big Mom avec qui il a conçu un bébé. On peut plutôt dire que c'est plus pour coller au cliché du gangster, comme son personnage est inspiré d'Al Capone. La rose serait là pour lui donner un style justement plus en corrélation avec le style qu'avait Al Capone. Et enfin, pour Kid, c'est tout simplement la tulipe qui fait office de symbolisme pour lui, car elle signifie tout simplement l'orgueil. Je sais pas si on peut dire que ça lui correspond bien, mais c'est sûrement pour ça qu'il a foncé 2 fois tête baissée pour affronter Shanks. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que son comportement se rapproche beaucoup de l'orgueil en étant constamment énervé face aux autres comme s'il était constamment inférieur à lui. Et il est constamment prêt à tuer les grosses pointures de ce monde. Pour le reste des supernovas, on a Scratch Menapu, Killer, Trafalgar Law et Drake, mais le souci, c'est que j'ai pas trouvé de grandes choses à dire sur leur signification. Bien sûr, elles ont bien des éléments qui ressortent, mais je ne vois pas en quoi leur signification pourrait être liée à eux. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces fleurs, j'aimerais aborder un ultime sujet, le pays des fleurs, le pays d'Amazon Lily. Si aujourd'hui vous avez lu One Piece, mais que vous ne connaissez pas les liens entre les fleurs et ce pays, sachez que tous les habitants de ce pays ont pour nom un type de fleur, ou plutôt une espèce. On a par exemple l'Amazon Daisy, qui tire son nom de la fleur du même nom. On a aussi Gloriosa, qui a son nom, tout comme Daisy, tiré de la fleur nommée Gloriosa. Et puis on peut parler directement de Boa Hancock, qui même si elle a son nom tiré d'un espèce de serpent, a son prénom Hancock tiré de l'espèce de fleur Symphoricarpos Hancock. Pourquoi j'explique tout ça? Car Oda nous avait déjà préfiguré l'origine de la femme à Rayleigh. On connaissait son nom et son surnom était Shaki. Pourtant, personne n'avait deviné que son nom provenait de la fleur Shakuyaku, qui signifie pivoine. Ce n'est que quand Rayleigh viendra sauver Hancock, on découvrira qu'elle provenait de cette île et qu'elle en était l'ancienne impératrice. J'aimerais accompagner la fin de cette vidéo par une théorie, car l'île elle-même, Amazon Lily, porte le nom d'une fleur de lys. Mais ce qui est bizarre, c'est que justement la mère de Vivi se nomme Lily. Elle peut être tirée par les cheveux, mais différents détails nous ont été donnés et rentrent dans le chemin de cette analyse. Les 5 doyas révéleront à Cobra que Lily était venue en bateau pour conclure leur pacte et avait placé l'épée devant le trône vacant, mais avait décidé de ne pas devenir un dragon céleste. Ce qui est étrange, c'est que d'après eux, elle disparaîtra sans laisser de traces sur la route et n'atteindra jamais Alabasta. Eux-mêmes n'ont jamais su ce qui lui était arrivé et se le demandent. Et vous ne pensez pas que tout ça peut être lié? Et si Lily, l'ancêtre de Vivi, en sachant le malheur qui leur plane dessus, pour sauver sa vie et celle de son peuple, s'est faite passer pour mort et a rejoint une île réservée aux femmes pour pouvoir se cacher, et au fil du temps, cette île se nommera comme son propre nom, Amazon Lily. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece ou sur vos serveurs Discord. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.